des années déjà, il semblait qu'un mal étrange frappait son village. Certains perdaient la mémoire, ne sachant plus très bien se situer, incapables d'appréhender le futur. D'autres se voulaient immortels, accumulant matériels et richesses, une sorte de rempart face aux changements à venir. Pourtant, quand il était en mer, que son bateau voguait sur des flots incertains, éveillant son attention et sa vigilance, que les poissons jouaient de malice, alertes aux coups de vent qui s'approchaient, habiles à déjouer les ruses du pêcheur, il lui semblait que la vie revenait dans ses veines. Qu'y avait-il sur cette terre qui déraisonnait les hommes et les femmes ? Si je ne trouve pas la solution avant ma mort, que lèguerai-je à mes enfants ? Cette pensée l'obsédait, malmenait ses quelques heures de sommeil et l'obligeait, pendant ses veilles, à accélérer sa marche. Il vivait à 100 à l'heure. Ici, on travaille très très pointu parce qu'on a très peu de sites et qu'il y a des parois. Nous, quand tu es sur les plages chez nous, là, tu as un fond qui va jusqu'à 300 mètres du rivage, 300-350 mètres, qui va en pente douce jusqu'à 15-16 mètres de fond. Puis après, sur 400 mètres, tu as un mur qui descend à 600. Notamment, pour 80% des pêcheurs du département, tu as un demi-mille d'exploitable. Après, nous, on travaille des gros engins, on descend jusqu'à 600 mètres de fond au filet. Donc moi, je peux considérer que j'ai 2000 et demi. Donc c'est pour ça que quand on nous fait des lois européennes, il faut absolument les adapter quartier par quartier parce que la loi qui va faire manger un département va faire crever l'autre. Un pêcheur de golfe-juan, quand il vient en Antibes, il y a 4 km, il faut qu'il change de matériel. Parce que là-bas, il travaille dans une rade, il n'y a pas de courant. Nous, ici, on a un nœud, un demi de courant permanent par rapport au débit du Var, de la rivière, par rapport aux influences du golfe de Gênes, qui renvoie les courants ligures qui viennent frapper sur le cap d'Antibes. Quand tu travailles à Antibes, tu travailles des filets très plombés. Quand tu travailles à Juan-les-Pins, tu travailles des filets pas plombés. Donc le gars, comme mon associé qui a travaillé à Golfe-Juan toute sa vie, qui travaillait dans la rade, quand on a pris ses filets à dorade, qu'on les a envoyés côté Antibes, on les a suivis sur 1 kilomètre avant qu'ils se posent dans 1 mètre de fond. Il m'a dit, mais quel pays on est là? J'ai dit, là c'est une autoroute, tu fais attention, là tu mets des poids, tu mets des chaînes, tu mets des pierres, tu mets tout ce que tu as de lourd à bord, tu l'envoies dans le filet pour pas qu'il s'en aille. Le mec qui vient avec toi, qui n'a pas l'habitude, il dit, mais attends, il y a 200 mètres de fond, tu mets 50 mètres de corde. Mais t'inquiète pas, il va y aller. Tu l'envoies à 1 mille de la roche, tu veux travailler. Donc il faut calculer la direction, la vitesse du courant, pour être sûr de ne pas te manquer. Donc quand tu envoies du filet sur des parois comme ça, tu as plutôt intérêt à faire en sorte qu'il y reste, parce qu'autrement ça dégage. On a des rangs de filets ici, qui sont partis, qui ont été retrouvés en Espagne. Hein, parce qu'ils restent pendus par les bouées, et ils dérivent. Puis on te téléphone de Port-Vendre, on a eu passé un truc à toi. C'est bien. Quand tu as 1000 mètres de filet pour les merlus, tu pars de 80, quand tu as fini calé, tu as 350. Il n'y a aucun endroit, parce que nous on cale tout entièrement vers le large, pour que chacun ait sa place. Et oui, parce que si moi j'envoie 2 km, on a droit à 2 km de filet pour les merlans. Si moi j'envoie 2 km de 80 à 120 en faisant des coudes, je vais prendre 1 km de distance. Sur 1000 mètres, je mets 10 bateaux. Si je ne donne pas de sens de cale, je mets un bateau. Donc voilà, nous nos règlements ils sont spécifiques. Nos règlements ils ne sont pas faits en fonction du fait de terrasser le poisson. Nos règlements on les fait pour ne pas terrasser le poisson et pour équilibrer la bouffe de tout le monde, pour qu'il y ait la place pour tout le monde. C'est ça une corporation.
es dans le commerce comme moi, tu sais très bien que si tu n'as que du poisson gris, tu ne vends rien. Si tu n'as que du poisson rouge, tu ne vends rien. Il faut que tu aies un panaché de couleurs, il faut que ton banc, il attire l'œil, qui donne envie à la personne qui est en face de t'acheter quelque chose. C'est primordial. C'est pour ça qu'on cible avec beaucoup d'engins différents. Nous, on n'a aucun bateau chez nous qui travaille avec 5 km de filet de la même maille. Ils travaillent tous avec 500 mètres pour les rougets, 500 mètres pour la soupe, 500 mètres pour les dorades, 1000 mètres pour les merlans. Depuis des siècles, observant jour après jour les mouvements des poissons sur leur petit territoire, les espèces qui étaient capturées, leur quantité, leur taille et aussi ce qui se vendait sur le marché local, la communauté des pêcheurs, organisée en prud'homie, réglait d'elle-même les engins autorisés, les dimensions, les mailles, les modes d'usage. Mais depuis quelques années, des terriens s'en mêlaient, édictaient des lois absurdes, privilégiaient une espèce plutôt qu'une autre, réduisaient la diversité des techniques, limitaient leur usage à quelques pêcheurs, imposaient des tailles minimales uniformes sans se préoccuper de la façon dont cela se passait réellement dans leur jardin aux abords du littoral. Le principal des prud'homies, c'est de gérer une corporation de marins à qui vous infligez un règlement plus draconien encore que le règlement d'État ou actuellement européen par rapport à, non pas à du copinage, mais uniquement à un équilibre de la ressource et permettre de faire perdurer notre activité. Vous avez deux raisons de changer le règlement. Un, pas laisser crever les pêcheurs de faim. Deux, pas faire n'importe quoi pour asservir la ressource. Donc on fait une réunion et on fait un additif au règlement. On dit voilà, vous allez arrêter vos conneries là, sur cette telle espèce là, parce que vous ne pouvez pas faire ça, vous ciblez celle-là mais vous allez la flinguer. Donc vous avez droit à 1500 mètres, à partir de demain c'est 800. Vous êtes d'accord? On met au vote. On vote. 9 fois sur 10 ça passe. Tout ça c'est un travail de terrain. Comment voulez-vous que les gens d'État fassent ce travail-là? C'est pas possible. Il faut être là, il faut le vivre. Il faut passer 15 heures par jour dans ce métier. Toutes les années, tu changes le règlement, tu soulages l'effort de pêche sur telle variété parce qu'elle a un peu disparu. Tu vois que ça s'est vachement développé. Bon, c'est pas du poisson vraiment vendable, mais tu le vends pas cher mais tu en prends beaucoup, donc tu vas le cibler pour essayer, pas de le détruire, mais de l'équilibrer. Parce que s'il prolifère trop, ça va être une nuisance pour les autres. Donc ces poissons-là, ils sont en vacances, ils sont au Club Med chez nous. Ils viennent dans le département, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose à part se prendre dans un filet, mais ils ne sont pas traqués par des engins comme le chalut pélagique et compagnie. Donc quand il arrive des quantités massives de cavale, parce que nous on appelle ça la cavale, le macro espagnol, le billard, nous t'envoies 500 mètres de filet, des fois le matin tu prends 400-500 kg de cavale. Donc ça te ruine le filet, tu vas en tirer 80 centimes chez le mareyeur, tu as cassé du matériel, donc ce poisson, on essaie de le traquer à l'année, tous, pour en enlever régulièrement, pour pas qu'il prolifère. Nous quand on cale du filet, qu'on prend 10 kg de rouget avec 1 km de filet, on a fait une belle journée. Et on cible à tel endroit ou tel endroit, parce qu'on sait que s'ils se développent trop là, le labre, la rascasse, ils n'auront plus à bouffer. Donc on va les enlever à certaines saisons pour que la soupe puisse proliférer. On crée un équilibre. Nous, dans notre règlement, tu as 6 mois d'interdiction de tel métier, 6 mois d'interdiction de tel métier. On fait attention à beaucoup de choses pour que chaque poisson ait la chance de grossir et de reproduire. Fallait-il remonter dans l'histoire, à la naissance de la prud'homie? Que s'était-il passé à la Révolution française quand elle avait failli disparaître? Qu'en était-il de cette profondeur de l'histoire qui nous avait légué cette science? Nous partîmes interroger Yannick, qui sondait les archives, comme Denis ses fonds de pêche. La force des prud'homies, c'est qu'elles perdurent. C'est très rare de voir ces organisations qui durent, finalement, du Moyen-Âge à aujourd'hui.
prud'homie où ces organisations de métier permettent au sein du métier de garantir une égalité de traitement entre les différents membres. Et on parle de métier juré parce qu'il y a un pacte en fait qui est passé entre les membres de ce métier. Ils se jurent finalement fidélité les uns aux autres. Ce qui va être tenté au XVIIIe siècle, et ce qui va être prolongé dans la Révolution française par ceux qui partagent cette vision du monde, c'est de faire en sorte que cette contrainte du métier disparaisse pour laisser la place libre en quelque sorte à ceux qui sont des entrepreneurs et qui voudraient produire davantage et donc diffuser davantage, mais avec des règles qui ne sont plus celles du métier. Il y a deux idées de la liberté qui s'opposent là. Ma liberté étant ma possibilité de faire ce que je veux jusqu'au moment où je suis arrêté par une loi, mais l'idéal étant que je puisse aller jusqu'au bout de mon activité individuelle. Et d'autres qui disent non, on n'est pas libre tout seul, on est libre parce que on est dans un rapport social dans lequel on respecte la liberté de l'autre. Les pêcheurs de Marseille disent nous aussi on est dans les principes de la Révolution puisque on choisit d'être libre à condition que l'autre le soit également. Et c'est marqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ma liberté s'arrête et commence celle de l'autre. Les prud'homies se maintiennent, donc on maintient leur juridiction, on maintient le règlement, on maintient les prud'hommes, on maintient ces assemblées. Au début de la Révolution française, on se pose la question de savoir ce que doit être une société. Un rassemblement d'êtres humains se fait pour une raison qui est assez simple, c'est que la loi du plus fort ne l'emporte pas. Les puissants, finalement, n'ont pas besoin de protection, ils n'ont pas besoin de société. Ils ont déjà soit des armes, soit des arguments, soit les outils de domination qui leur permettent d'exister. En 1789, on pense que la société est faite d'abord pour protéger le plus faible. Le fait de laisser la décision au plus près des habitants, c'est une politique qui est menée par la montagne, par le gouvernement révolutionnaire, le pouvoir exécutif, et à l'époque dans les communes. Mais c'est un moment assez bref en fait de la Révolution française, puisqu'on va rompre avec cette politique dans les années 1795-96, et finalement ce sont plutôt les partisans de la liberté illimitée qui vont l'emporter. Impressionné par ce parallèle qu'il y avait entre sa prud'homie et ce qui avait été tenté au moment de la Révolution française, Denis commençait à comprendre le décalage qu'il vivait au jour le jour. D'un côté, son monde, fondé sur des relations de personne à personne, un lien direct avec le milieu naturel, une responsabilité de la communauté pour préserver l'avenir, de l'autre, un système hiérarchique de plus en plus contraignant et peu adapté aux réalités de terrain. Et ce décalage était d'autant plus difficile à vivre que les effets du changement climatique étaient chaque jour plus prégnants. Qu'il y ait, comment ils appellent ça, une centralisation de la gestion, parce qu'on va à la mort de certains départements, et regarde, le fait que le thon il soit très peu traqué chez nous. Nous, le thon, c'est une nuisance chez nous. Il y a des endroits où on ne peut pas travailler au filet dans 15-20 mètres de fond parce qu'ils te passent au travers à 60 km/h, ils te font des trous. Le matin, tu montes des trous et des trous et des trous et des trous. Alors, ces poissons-là, on nous dit qu'ils sont surprotégés, machin, parce qu'il n'y en a plus. Nous, on est dans un département où on en est envahi, mais envahi. Je me base à l'image satellite, la rotation de dépression, le positionnement des anticyclones, selon où il est positionné sur la France,
Je sais ce que ça va envoyer comme répercussion chez moi, par rapport au golfe de Gênes qui provoque beaucoup de dépression d'Est. Après, c'est à l'expérience. Après, il y a des fois où tu te trompes, même avec 30 ans de métier, tu arrives au port, tu vois que l'eau à la montée, tu dis, ben, rebelote, je mange pas, je reprends le bateau, je vais tout enlever, parce que autrement, demain, j'y laisse 5000 de matériel. Il faut vivre dans son site. Si tu me demandais aujourd'hui d'aller faire la pêche dans un autre département, il faudrait 10 ans pour arriver à m'en sortir. Moi, j'ai travaillé côté Saint-Tropez et tout, avec le Mistral, tu prends du poisson en pagaille, non, le Mistral, ici, tu te grattes, tu prends rien. Et bien là, on commence à prendre du poisson avec le Mistral parce qu'il y en a de plus qu'avant. Et que le poisson, au bout d'un moment, s'il y a 15 jours de Mistral, il va pas rester sans bouffer, sans nager. Donc il va être obligé de se déplacer. Maintenant, des coups de Mistral, tu en as pendant 15 jours des fois ici. Chose qu'on n'avait pas avant. Il y a eu un gros changement de climat et de dépression, de rotation des dépressions sur ces 10 dernières années. Et ça fait une grosse variation sur le poisson, sur la ressource. Ma passion, c'est qu'il n'y a pas un jour où j'enlève un poisson qui est pris pareil dans le filet, qui est emmaillé pareil, et il n'y a pas un jour où je fais le même métier. Je souffre tous les jours d'un métier difficile, mais je vis quelque chose de nouveau tous les jours. Était-ce une loi inexorable de la nature qui entraînait une fatale distorsion entre l'homme et son milieu? Comment la vie était-elle apparue? Est-ce que les hommes qui se penchent sur la naissance de la faune marine s'en échappent à jamais, effrayés par les conclusions qu'ils en tirent? Un homme, lui avait-on dit, lisait dans l'invisible des mers et des océans, décryptant, comme lui, la présence des poissons, mais à une échelle microscopique. Le plancton, c'est quoi? 50% de l'oxygène que tu respires, c'est le plancton déjà. On est concerné par le plancton toujours, mais on ne le sait pas. Pourquoi? Il est invisible. Il faut un microscope, il faut du matériel. Mais si on sait s'y attacher, si on sait aimer la mer, on sait qu'il y a du plancton. Il y a la couleur de l'eau qui nous indique vert, bleu, rouge. On voit tout de suite qu'il se passe quelque chose, quoi. À l'interaction de l'homme et du plancton, il faut remonter longtemps, puisqu'on nous dit que la vie aurait démarré sur Terre il y a 3,5 milliards d'années par une microalgue qu'on appelle la cyanobactérie, une algue bleue. Et donc on lui doit tout à cette évolution jusqu'à aujourd'hui, puisque le plancton, c'est sa grande diversité. Le phytoplancton qui nourrit le zooplancton, qui nourrit les petits poissons et les gros. Pour nous, il est sûr et certain que la qualité des stocks de poissons, on le doit à la qualité des eaux, quoi. Parce qu'on nous dit souvent, les poissons sont plus là, c'est les pêcheurs qui ont tout pêché, ce qui est archi faux, c'est pas les pêcheurs qui décident du poisson qui ira dans la mer, c'est le plancton. Donc il y a un lien très fort entre la qualité des eaux et les ressources halieutiques de la mer, que ce soit poissons, coquillages ou crustacés. Et souvent, les jeunes me posent cette question-là. Mais c'était comment avant, quoi? Parce que quand j'ai commencé en 1969, tout de suite, avec les copains avec qui je travaillais, on s'est projeté dans le futur. On s'est dit, mais bon, le plancton est là, en 2050, qu'est-ce que ce sera? Parce que le plancton que j'observe aujourd'hui, il fait les poissons de demain, en fait. Et d'après-demain. Et voilà. Il y a des poissons qui, comme les poissons fourrages, les spras, les sardines, les anchois, les lançons, c'est des poissons qui grossissent très vite, en 2 ans. Donc il y a un plancton, 2 ans, 3 ans après, on a ces poissons fourrages. Mais il y a d'autres poissons comme les bars, les dorades, ça demande des chaînes plus complexes. Tout ce que je vous dis là, je le sais par les pêcheurs. Et donc l'idée est partie de là, avec les pêcheurs de l'île de Watt, en 1971, parce que déjà dans les années 70, la ressource diminuait sur les crustacés, et le homard en particulier, et c'était le pari de se dire, si on avait la maîtrise du plancton végétal et animal, est-ce qu'on ne pourrait pas sauver le homard? Et donc c'était une idée incroyable, où on s'est regroupé, 80 pêcheurs sur une petite île à Watt, et là on a décidé que
créé vraiment le premier laboratoire, écloserie même au monde. Ce sont des pêcheurs qui se sont pris par la main. Et pendant 4 mois, on construit ce laboratoire, c'est ce qu'on a appelé l'écloserie de Watt, où là, on a pu produire 100 à 150 000 juvéniles de homards qu'on remettait à la mer. Et c'était très intéressant de voir les pêcheurs qui s'intéressaient au plancton à cette époque-là. Les pêcheurs de l'époque, ils me demandaient toujours, mais on va les repêcher quand ces homards? Si on calcule bien, l'effort de repeuplement dans les années 70, on ne pouvait voir le résultat que 30-40 ans après, quoi. C'est pas ces homards-là qu'on allait repêcher, c'est pas ceux qu'on remettait, c'est parce qu'eux avaient pour mission de renforcer le stock en fait, existant, pour ensuite faire des juvéniles, d'autres juvéniles. Donc c'était un coup de pouce à la nature. Et ils savaient, vraiment, alors là, ils savaient que les homards qu'on mettait à l'eau, eux n'auront jamais la chance de les repêcher, quoi. Mais leurs enfants, là. Non, au contraire. Ceux et celles qui se penchaient sur l'origine de la vie prévoyaient l'avenir pour leurs enfants.